nous devons quand même, je vais quand même me permettre de vous dire un peu ce qui s'est passé, parce qu'il y a des personnes qui se sont permises de dire un certain nombre de choses dans les réseaux et que je trouve anormales, auquel cas j'aurais pu m'arrêter là. Je vais vous dire que nous avons fait une belle campagne. Ça s'est, je pense, bien passé. Quand nous avons constaté que le président Guy Brice Parfait Kolela se sentait pas bien, nous, personnellement, lui avons demandé de faire le test Covid. Il a dit que c'était le palu, c'était la grippe. Plusieurs fois, j'ai répété en lui disant que moi, je suis passé par là, les mêmes symptômes que vous avez, que tu as, parce que je le tutoie, c'était mon frère, je les ai eus et je pense qu'il faudrait faire le test. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, mais bon, que c'était le palu. Nous n'avons pas insisté. C'est seulement quand à Pointe-Noire, il a commencé à avoir un coup de fatigue, et surtout à Owando, quand on s'est vu à Owando, je l'ai vu, j'ai vu qu'il était fatigué. J'ai dit mais mon frère, tu as fait le test du Covid? Il me dit non, il prenait santé et il me dit bon, ben écoute, emmène-moi où on fait le test ici. Je l'ai vu, je lui ai dit ici on ne fait pas le test. Non, le test on ne peut le faire qu'à Oyo. Bon, il a arrêté de boire santé, il m'a regardé, nous nous sommes regardés, on a éclaté de rire. Après nous avons fait ce que vous avez vu à la télé. Ça s'est bien passé. Et il voulait même après aller à Bunji. J'ai dit non, tu es fatigué, tu peux pas aller à Bunji. Donc nous avons quitté Owando la nuit pour Brazzaville. Vendredi, bon, il s'est passé ce que vous avez vu, qu'il n'est pas venu. Nous avons donc compris qu'il était dans un centre de santé parce que nous ne le savions pas. On ne savait pas qu'il était dans un centre de santé. Et pour le savoir, nous avons appelé plusieurs personnes. Et il y en a une d'elles à qui j'ai posé la question, comment il va? Et il y a une personne qui m'a dit, on a réussi à le stabiliser. Ça m'a rassuré parce que au bout du fil, j'avais donc un ami compétent. Et le lendemain, nous sommes donc allés le voir. Et bon, ça allait. Je l'ai vu, ça allait. Voilà. Donc après, il y a eu un certain nombre de choses. Je parle donc du samedi 20, comme vous dites, hein, le samedi 20. Et il y a eu des va-et-vient parce que à ce niveau-là, au niveau de l'UDH Yuki, nous nous sommes réunis comme c'était le siège de campagne. Nous nous sommes réunis là-bas et on discutait pour savoir si on posait un recours ou pas. Un recours en annulation vu que notre candidat n'a pas pu, n'est-ce pas, venir au dernier meeting et qu'il était mal en point. Et comme ça a tergiversé, je suis allé donc à l'hôpital pour voir le président. J'ai donc pu le voir. Je l'ai vu, ça allait. Il avait un certain nombre d'appareils autour de lui. Et je lui ai dit, bon, là-bas, au niveau du siège, au niveau du siège de campagne, nous sommes en train de réfléchir sur le recours. Et il a dit, pas question de recours. Il faut que les gens votent. Et tu en es sûr? Il dit oui, non, Jean-Jacques, nous sommes au bout. Mais, excusez-moi, c'est nous qui parlons. Oui. Mais après, vous allez déposer quand même un recours. Laissez-moi essayer, je vais arriver là-dessus. Et donc il a dit non, parce que effectivement, il fallait que l'on continue de voter. Nous étions pratiquement sûrs de notre victoire. Et donc je suis allé au niveau du siège pour dire arrêtons toute la procédure parce que le président a dit pas de recours, tout le monde doit voter. On doit faire en sorte que les gens votent. Alors, connaissant, je veux dire, les militants de Yuki et la majorité des militants allaient se dire, s'il n'est pas là, on risque de ne pas voter. Il fallait donc qu'il s'exprime pour qu'on entende au moins sa voix. Et surtout que quand j'arrive et que je dis que le président dit qu'il faut aller voter, les amis étaient un peu sceptiques. Bon, moi c'est qui, comment, j'ai pu aller là-bas, tout ça. Bon, bref, je suis reparti vers lui. Et je suis reparti vers lui, j'ai dit, bon, là-bas, il doute un peu que tu aies donné ce genre d'instructions. Est-ce que, ils ont même fait un petit mot. Est-ce que tu peux le lire? Il dit, non, Jean-Jacques, j'ai pas besoin de lire. Et tu vas me filmer. Je dis, ok, pas de problème. Non, je dis, est-ce que tu peux lire? Il dit non. Je dis, je peux te filmer? Il me dit oui,
tu vas me filmer. Et je filme. C'est donc moi qui ai... C'est la vidéo qui est voilà, sur les réseaux sociaux. La vidéo que vous avez vue sur les réseaux sociaux, ce message historique que j'ai eu l'honneur d'immortaliser, c'est avec beaucoup d'émotion, et ben j'en suis l'auteur. Donc je ramène ce message et je lui dis donc à demain, je ramène ce message et nous l'écoutons. Il m'a fait confiance, j'aurais pu ne pas le montrer, mais je l'ai montré parce que, comme vous avez bien vu dans ce message, il demandait aux gens d'aller voter. Et nous n'étions plus dans la phase de vote. Donc j'ai voulu quand même avoir l'avis, n'est-ce pas, de Yuki. Le lendemain, je reviens à l'hôpital pour le voir, on me dit qu'il est parti. J'ai dit, ah bon, il est parti. Pour moi, je pensais qu'il était parti, qu'il avait pris l'avion, qu'il avait décollé. J'ai dit, ah bon, d'accord, vous savez à quelle heure il a décollé? Et les gars me disent, non, il n'est pas parti dans l'avion, il est parti à l'hôpital général. Je dis, ah bon? Mais pourquoi on l'a emmené à l'hôpital général là? Ça se passe donc le 21. Et le 21, il y a donc, c'est le jour du vote. Et donc, donc, à la clinique Sécurex, pour ne pas la nommer, je vais donc à l'hôpital général. Et là, il y a eu des va-et-vient, il y a eu des choses qui n'étaient pas tout à fait normales. J'ai demandé à le voir, on m'a dit que non, parce que on était en train de s'en occuper. Et le médecin qui était là, que je connais très bien, je lui ai demandé comment ça va, il me dit bon, ça va, on est en train de remonter la saturation pour qu'il puisse voyager. J'ai dit ok, j'ai dit ben tu pars, parce que le président avait exigé que lui il parte. Et j'ai vu donc la veuve qui m'a dit moi je ne pars pas, je pars le lendemain parce que dimanche soir il n'y avait pas de vol, je pars demain parce que ton frère, donc le président Kolela, m'a dit de laisser la place au docteur Bileko. J'ai dit bon ok, mais j'ai dit quand même, mais il y a encore une place. Elle me dit non, mais nous a dit qu'il n'y a qu'un seul accompagnant. J'ai dit non, je connais l'avion, il y a 2 places. Il faut que tu sois dans l'avion. Elle me dit bon ben on va demander au réanimateur. Et quand le réanimateur est arrivé, effectivement, on a posé le problème. Il a dit effectivement qu'il y avait 2 places. J'ai dit, il faut que tu partes. Et à ce moment-là, quand il fallait qu'elle se prépare, le médecin sort et nous dit, je ne pars plus. Je regarde, je dis, mais comment ça, tu pars plus? Le frère a dit qu'il faut que tu partes. Non, non, je pars plus. J'ai réussi à le maintenir en vie, je ne pars plus. Je dis, mais quand tu me dis réussir à le maintenir en vie, ça veut dire que la situation était grave. Il me dit oui, elle était grave, mais là ça va. En fait, maintenant, quand on l'a intubé, je suis content, je respire. Parce que maintenant, c'est les machines qui me prennent les choses en main. J'ai dit ok. Et il dit, bon là, il y a un... J'ai dit, mais tu sais qu'il a insisté pour que tu sois dans l'avion. Et à ce moment-là, j'ai vu que la veuve, à l'époque, elle n'était pas veuve. J'ai dit que Madame Kolela partait seule, j'ai demandé à son petit frère. Excusez-moi si je donne ces détails-là, mais c'est quand même important, je pense. Je voulais pas le faire, mais là, comme il y en a un qui s'amuse à dire n'importe quoi en France. Vous faites allusion à qui? Fait allusion à monsieur Bitumba André, qui s'amuse à dire que la veuve et moi et quelques membres de la famille avons participé à la mort du président Kolela. Bref. Excusez-moi, il faut préciser aux téléspectateurs que Bitumba André, c'est un jeune combattant de Paris, surnommé au nom de Fireman. Voilà, donc, je disais donc, et à ce moment-là, je vois le petit frère du président parfait Kolela, Mexan. Je lui dis, Mexan, on m'a dit que tu es français, va prendre ton passeport et tu nous rejoins à l'aéroport. Parce que j'ai demandé à la veuve, si elle partait seule, j'ai dit, vaut mieux que tu partes avec un membre de la famille. Vu que le docteur Bileko, c'est le docteur Bileko qu'il s'agissait, a dit qu'il ne partait pas. Pendant que monsieur Mexan Kolela part chercher son passeport, le professeur Bileko sort et il dit, bon, j'ai changé d'avis, finalement je pars. Moi je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu connais ton pays. Ça veut dire qu'il a reçu des instructions claires, nettes et précises de sa hiérarchie,
qui devait partir et que l'avion devait décoller. J'ai dit ok, mais de là, nous sommes partis à l'aéroport. Dans l'ambulance, de l'hôpital général à l'ambulance, la saturation avait un peu baissé. Et bon, nous avons aidé à remonter le président dans l'avion. Ils ont décollé à 15h25. Nous sommes partis, nous étions heureux qu'ils soient partis. On s'est dit que bon, en France, on va peut-être s'en occuper. Encore que moi, personnellement, j'avais dit qu'à Léono, on pouvait le prendre en charge mieux qu'en France. Et malheureusement, à 2h du matin, la catastrophe est tombée. Nous avons été complètement abattus et on ne comprenait pas. Alors, au fur et à mesure, nous avons effectivement appelé plusieurs de nos amis qui sont médecins. Et d'abord, je voudrais dire que, et là, je voudrais saluer la veuve Nathalie Kolela. Parce que la justice a voulu faire les choses très vite en France. Et la gendarmerie a voulu lui faire signer un document où il était stipulé que le président Guy Brice Pavrikola était mort du Covid. Il est mort du Covid. Attendez, Il est mort du Covid. Non, je ne peux pas affirmer ça. Laissez-moi évoluer. Nous avons effectivement vu des documents. Nous avons effectivement vu des documents de Sécurex, des documents de la structure médicale de l'ambassade de France, où on a parlé de Covid. Et en France, Madame Kolela a mis un doute. Elle a refusé de signer ce papier. Si elle avait signé ce papier, on l'aurait déjà enterré, on n'en parlerait plus. Donc, aujourd'hui, tout le bruit qui se fait autour, c'est grâce à elle. Sinon, le problème serait déjà réglé. Elle a dit non. Et à ce moment-là, il y a une plainte qui a été posée par elle et par un membre de la famille, je crois. Et c'est comme ça que nous sommes là. Maintenant, pendant que nous sommes là, moi, personnellement, nous avons posé des questions à plusieurs de nos amis. À savoir, mais comment vous comprenez cette situation? Alors, les amis nous ont dit une chose assez simple, qui peut paraître simple, à savoir qu'en France, quand on est atteint d'une pathologie grave, infectieuse grave, on ne touche pas au corps. Quelqu'un qui meurt de la peste, quelqu'un qui meurt d'Ebola, et quelqu'un, aujourd'hui, du Covid, on ne touche pas au corps. Donc, ils m'ont dit, mais je ne comprends pas, si c'est le Covid, comment ils ont pu faire des prélèvements? Ils me disent de deux choses l'une. Ou c'est le Covid, et ils n'ont pas fait de prélèvement. Parce que, justement, quand on fait des prélèvements, il faut qu'il y ait soit un conseil de la famille ou un membre de la famille. Tout ça, personne présent, ce qui suscite le doute d'une partie de la famille. Pour cause, ce qui suscite le doute. Qui demandent, qu'ils exigent... Attendez, j'arrive. Maintenant, on nous dit, à partir du moment où c'est Covid, on ne touche pas au corps. Donc, on n'a pas pu faire des prélèvements. Et mes amis médecins, qui sont des grands médecins en France, disent, soit ils n'ont pas fait de prélèvement et ils vous baladent, soit ce n'est pas le Covid. Et à ce moment-là, on demande pourquoi ils n'arrivent pas à donner deux examens. Si ce n'est pas le Covid, c'est quoi? Justement, il y a deux examens. Deux examens qui restent, que l'avocat de madame a demandé, qui sont la toxicologie et l'anatopathologie. Ces deux examens, mais c'est toujours nos relations médicales qui nous disent, quand vous êtes à l'hôpital, quand vous demandez, ça sort tout de suite. Donc, je veux dire qu'on ne met pas un mois pour avoir des examens toxicologiques ou l'anatopathologie. Ce qui veut dire, la justice française et l'Institut médico-légal, c'est eux qui créent les suspicions, parce que, comme la veuve le veut, comme tout le monde veut, on veut savoir de quoi est mort le président Guy Brice. Si c'est, je veux dire, le Covid, c'est trop facile de dire que c'est le Covid. Tant qu'il y a justement un membre de la famille qui exige qu'on ait la preuve que ce qui a été, je veux dire, les prélèvements qui ont été faits sont bien ceux de Guy Brice Pavrikola, parce qu'il n'y avait personne. Aucun membre de la justice, aucun membre de la famille. Là, justement, il y a certains membres de la famille qui l'exigent, je pense qu'ils n'ont pas tort, donc qu'on fasse des tests ADN. Cette procédure, je crois qu'elle est en cours. Mais pour ceux qui pensent qu'il y a vraiment des prélèvements qui ont été faits, des prélèvements qui ont été faits,
Eh bien, il y a 2 examens qu'attend la veuve, la toxicologie et la nanopathologie. Et on ne comprend pas pourquoi un institut médico-légal de la France n'arrive pas à donner ces 2 examens. C'est pour ça qu'il y a un doute. Mais un doute, plus ça tarde, plus le doute est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi qui pensais, parce que j'ai vu quand même les documents, je le dis clairement, les symptômes étaient là, vu que moi je suis passé par là moi-même, mais aujourd'hui j'ai un doute. Parce qu'on ne peut pas comprendre que un État comme la France, qui a un institut médico-légal, je vais dire, qui a une réputation internationale, puisse balader la famille. Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, vous avez un doute. Oui, j'ai un doute. J'ai un doute. Alors,